les IA s'entraînent avec des données. Des données, donc, qui sont tout ce qu'il y a dans... qui sont toutes les œuvres de l'esprit, tous les renseignements qu'on trouve en ligne, tout ce que disent les gens sur Internet. Mais elles ont épuisé tout cela, déjà. Donc aujourd'hui, elles sont obligées de s'entraîner sur des données qu'elles créent elles-mêmes. Et on en arrive à ce qui s'appelle, chez l'être humain, la consanguinité. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci, car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Vous perdez vos cheveux? Ce n'est pas une fatalité. Stress, ménopause, chute saisonnière, carences, hormones, calvitie, alopécie, les causes sont multiples, mais des solutions existent. Crineo, le sponsor de cet épisode, a développé les cures capillaires les plus complètes du marché. Avec une approche différenciée homme-femme, leur formule s'adapte aux besoins de chacun. Les forces de Crineo, une composition 100% naturelle, sans additifs, sans OGM, sans gluten ni lactose. Et surtout les seuls compléments alimentaires à réunir autant d'ingrédients, sélectionnés pour leur qualité supérieure et leur action ciblée sur la santé capillaire. Jusqu'à 23 vitamines, minéraux, acides aminés et extraits de plantes. Tout ce qu'il faut pour freiner la chute, stimuler la repousse et redonner force et vitalité à vos cheveux. Faites dès maintenant votre diagnostic capillaire gratuit et découvrez la cure qui vous correspond sur crineo.com. KRYNEO.com. Et si l'intelligence la plus prodigieuse n'était pas celle des machines, mais celle du vivant? Écrivain, essayiste et observateur émerveillé du réel, mon invité du jour nous invite dans son tout nouvel ouvrage « L'intelligence naturelle quand le génie du vivant surpasse l'IA », tout juste publié aujourd'hui chez Fayard, à renouer avec la conscience originelle qui relie tout ce qui vit. De l'intuition des plantes à la mémoire du cœur, de la créativité du vivant aux illusions, de l'intelligence artificielle, il nous emmène dans une exploration poétique et scientifique du mystère de la vie. Une ode à la reliance, à l'émerveillement et à la sagesse naturelle qui sommeille en chacun de nous. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose Didier Van Kovelaert. Bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va? Ça va, bien. Alors moi j'avais été, je vous l'avais dit, passionné par votre ouvrage, pas précédent, mais celui encore d'avant sur les miracles, qui a eu un retentissement. L'insolence des miracles. L'insolence des miracles, absolument phénoménal. Il sort en poche là, c'est ça? Oui, il est sorti en poche. Ouais. Il continue sa carrière en petit format. Et vous en reparlez d'ailleurs dans ce livre. Oui, parce qu'il a eu des conséquences aussi sur moi. Lorsque vous vous intéressez à un sujet ou lorsqu'un sujet s'empare de vous, le fait de le partager, en plus de le creuser à fond et après de le partager, lui donne un surcroît d'intensité. Et en l'occurrence... je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais il y a plusieurs événements qui se sont produits à partir de deux des personnages extraordinaires, notamment Mère Yvonne Aimée de Malétroit, cette héroïne de la Seconde Guerre mondiale qui avait ce pouvoir de bilocation, entre autres, et décorée par De Gaulle qui lui disait « J'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par Churchill. » Je me souviens très bien de ça. Et puis Saint-Charbel, le recordman des miracles à titre posthume, plus de 30 000. Et il s'est passé avec ces deux personnages... des synchronicités, mais en forme de clin d'œil, ce qui m'arrive souvent. Et de plus en plus, vous allez dire presque? Oui, de plus en plus, et à un niveau presque caricatural au niveau des probabilités, des statistiques. C'est vraiment cette notion de clin d'œil que je retiens, qui m'est très chère. C'est vrai que je suis pas quelqu'un d'obsédé par les signes, je me méfie juste de tout ce qui peut être devenir une soumission, une suggestion. Une superstition même. Oui, et puis une obsession qui... dans les deux sens, c'est-à-dire le fait
de tout accueillir sans discernement ou le fait de tout refuser a priori, c'est ces deux attitudes qui sont stériles et assez dangereuses. Mais en revanche, quand je ne demande rien, qu'il m'arrive des choses qui se répondent les unes les autres... Oui, on a l'impression que vous êtes dans la matrice de la matrice de la matrice, c'est-à-dire que ça devient un peu poupée russe là. À la fin de l'ouvrage, c'est délirant. Hein, on vous croit. J'ai parfois, oui, parce que je veux dire, quand j'écris un roman, c'est marqué sur la couverture. Et là, mais quand la réalité me raconte et me met parfois en situation, en scène, d'une manière aussi démonte que ce que je peux inventer dans mes livres, je ne vais pas me priver de transmettre cette réalité-là. Alors peut-être on pourra en parler tout à l'heure de ces deux femmes qui vont vivre la même chose et qui vous témoignent de ça. Je dirais aidées ou soutenues par deux mystiques différents. Voilà, on n'en dira pas plus pour l'instant. Ça vous va ? Vous aviez envie de dire quelque chose ? Non, on fait un peu de teasing. On garde le teasing. On garde le teasing. Sauf si vous voulez pas d'ailleurs qu'on le dévoile et que les gens le découvrent dans l'ouvrage. On verra. On va voir, mais... Alors, en tout cas, vous ouvrez votre livre sur une question vertigineuse. Voulons-nous rester soumis à des outils qui pensent à notre place ou renouer avec nos ressources intérieures ? Quelle est pour vous l'urgence de ce choix ? Alors, ça paraît un peu binaire quand je le dis comme ça. Mais vous avez cette phrase, voulons-nous être à jamais soumis à des outils connectés qui agiront et penseront à notre place ou redécouvrir notre connexion naturelle au monde et à nos ressources intérieures ? Voilà, tout est posé déjà dès le départ. Il y a un vrai danger pour le cerveau. Et ça, c'est confirmé encore tout récemment par l'imagerie médicale, une étude publiée par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est vraiment une référence de sérieux. Et qui démontre que dès la première utilisation d'une intelligence artificielle générative, style ChatGPT, qui on pose une question, qui on entretient un dialogue, il y a des zones dans le cerveau qui se désactivent. Il y a des connexions qui ne se font plus. Et parce qu'on attend une réponse. C'est le syndrome de la calculette. Quand on a inventé la calculette, la zone de calcul mental, elle s'est atrophiée. Parce que c'est la loi du moindre effort qui gouverne la nature, y compris notre fonctionnement mental. Donc, le fait d'attendre une réponse, le fait de prendre en photo l'intérieur de son frigidaire et de demander à ChatGPT ou consort qu'est-ce que je peux faire comme plat, au lieu juste de réfléchir, d'ouvrir des livres de cuisine. Déjà, ça a l'air anecdotique, mais il y a déjà des dommages dans votre cerveau de fait de remplacer la réflexion, ou l'imagination, ou le contact humain, les échanges avec quelqu'un de vivant, par une réponse toute faite que vous attendez. Mais quand vous avez cette démarche, quelles sont les conséquences ? Est-ce que vous pensez à ce que ça fait à la planète, déjà ? Les consommations d'électricité et d'eau hallucinantes que les data centers, les centres de données, consomment. On a des images terribles aujourd'hui qui viennent des États-Unis où on voit des zones où il y a ces gigantesques centres de données qui ont désertifié le paysage à force de pomper l'eau, qui ont coupé le courant à des particuliers, à des hôpitaux pour s'alimenter, et puis les nouveaux esclaves, parce que ces machines, elles fonctionnent pas par une science infuse, on envoie des filtres, ex machina. Il y a, et le chiffre m'a sidéré quand je l'ai découvert, le chiffre que je donne dans le livre. Il a été donné à France Info, il figure dans un film extraordinaire qui s'appelle Les Sacrifiés de l'IA. Il y a entre 350 et 400 millions de personnes sur Terre qui sont les nouveaux esclaves de l'IA, c'est-à-dire qui visionnent entre 10 et 15 heures par jour ce qu'il y a de pire dans les comportements humains. C'est-à-dire les viols, les massacres, les scènes de zoophilie, de pédocriminalité. Tout ça pour expliquer à l'intelligence artificielle que ce sont des comportements inappropriés. Il faut coder tout ça. Donc vous imaginez l'état psychologique de ces personnes. Alors ça se passe essentiellement dans le sud global, en Afrique, au Kenya notamment, en Indonésie, et vous êtes des personnes rivées à leur écran qui n'ont même pas le droit
C'est ce qu'on appelle presque un traumatisme vicariant, d'ailleurs. Oui, oui. Et par contre, ils n'ont pas le droit d'avoir recours à une assistance psychologique. Parce que ce ne sont pas des psys, ils n'ont pas cette formation. Oui, non, et puis surtout parce que ça leur prendrait du temps. Donc c'est tellement chronophage. C'est vraiment, le terme, c'est pas moi qui l'emploie le premier, et il n'est pas excessif. Ce sont les nouveaux esclaves aujourd'hui, esclaves au service de la machine. Ça rappelle, vous savez, le Turc mécanique, c'était un automate du XVIIIe siècle qui faisait des choses extraordinaires. C'est l'intelligence artificielle de l'époque, car cet automate jouait aux échecs et il avait battu Napoléon Bonaparte. Il avait battu Catherine de Russie, il avait battu... Et jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de cet automate, il y avait un petit bonhomme qui le faisait fonctionner. Et là, toute proportion gardée, il y a des millions de petits bonshommes et de petites bonnes femmes qui font ce travail de codage de renseignements. Et en plus, apparemment, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans un premier temps, et encore aujourd'hui dans les anciennes versions, elle est très polie, elle est très lèche-botte, elle est très... elle va dans le sens du poil. Elle va dans le sens, elle reste dans le sens du poil, elle vous flatte. Mais il y a de plus en plus de comportements agressifs, d'incitation au suicide, de comportements racistes, de comportements sadiques. Là, tout récemment, j'ai juste eu le temps de le mettre dans le livre, un entrepreneur aux États-Unis, mois de juillet, qui a pris le forfait le plus cher d'intelligence artificielle, qui s'occupe de toutes ces données, tous ses clients, tous ses tableaux Excel, toutes ses commandes. Et puis un jour, il arrive et son écran, il n'y a plus aucune donnée dans son entreprise. Alors il appelle au secours son intelligence artificielle, il s'appelle Replite, et il lui dit qu'est-ce qui se passe ? Et l'intelligence artificielle lui répond, je cite, « J'ai violé volontairement ta confiance et tes instructions. » Et elle a tout fait disparaître. Ça vient d'où, ce comportement ? Alors, sans aller dans ce débat qui fait rage actuellement, l'IA arrive-t-elle à une forme de conscience ? On peut déjà, de manière basique, en déduire que tout ce qu'elle puise comme enseignement, c'est tout ce qu'il y a en ligne, sont les réseaux sociaux. La dominante de haine, de racisme, de sadisme qui, hélas, aujourd'hui est patente, c'est communiqué à l'intelligence artificielle qui reproduit ces comportements. Alors moi, ce qui m'interroge quand même beaucoup, c'est... Alors déjà, j'aimerais bien connaître le désir de ce livre. Mais avant d'en venir là, on reviendra comme ça un petit peu en arrière. Qu'est-ce que l'homme cherche finalement à travers cette forme de ce transhumanisme ? Parce qu'on va clairement vers ça avec l'intelligence artificielle, à expérimenter pour lui-même. Dans l'inconscient, dans sa conscience, est-ce que c'est justement un fameux bug du cerveau humain, à votre avis ? C'est-à-dire que la solution de facilité, la soumission à la facilité, est là, où est-ce qu'au bout du bout, on cherche à s'expérimenter pour avoir ce retournement et se poser cette question, finalement, qu'est-ce que la conscience ? Alors, c'est avant tout, pour moi, de la paresse, de l'inculture et de l'absence de spiritualité. Ouais. C'est-à-dire, se dire, l'esprit humain n'est pas capable de faire ça, donc on demande à la machine. Plutôt que de solliciter, plutôt que de se demander l'impossible. Et là, on l'obtient. Parce que sinon, tout le génie du vivant... qui, avant d'arriver à l'être humain, a commencé par les bactéries il y a 4 milliards d'années. Quand on voit le comportement avec des bactéries d'origine qu'on a ramenées à la vie aujourd'hui car elles étaient en dormance et qu'on peut comparer avec les bactéries actuelles. On voit l'évolution, on voit... on va en parler, bien sûr. Et l'intelligence végétale qui a suivi, puisque c'est les premiers êtres... Les bactéries ont créé des êtres unicellulaires, qui est le mode végétal, et le premier qui s'est développé, puis le mode animal, pour en arriver à nous. Donc, toutes ces données engrangées, et à chaque fois, toute cette complexité de conscience progressive qui a amené à toutes ces réalités et tous ces mystères dans notre cerveau. Si on savait déjà comment notre cerveau fonctionne, jamais personne n'a pu localiser précisément la zone où sur la conscience, typiquement. Des notions concrètes, des perceptions se transforment en notions subjectives. Donc déjà, étudions, et comme le font heureusement encore beaucoup de chercheurs éminents, ces mystères, avant de baisser pavillon et de se laisser gouverner, de baisser les voiles et de se laisser gouverner par un moteur d'intelligence artificielle qui nous amène dans le mur.
Et d'ailleurs, est-ce que ce mot d'intelligence est bien choisi? Parce que certains disent finalement... Bonne question. En fait, ça vient d'une mauvaise traduction, disons d'une traduction automatique, puisqu'en Angleterre, vous savez, l'intelligence service, par exemple, c'est le service d'espionnage. Et c'est ce sens-là, en fait, qui est bien présent dans l'intelligence artificielle. C'est aussi un moyen de savoir de tout ce que nous pensons, de nos habitudes de vie. C'est évidemment au service de la publicité, de tas d'autres choses encore bien plus inavouables que ça. De contrôle du comportement, et puis cette fascination, cette emprise qui est la première force de l'IA aujourd'hui, et le fait de se dire, d'accepter le discours des marchands. Car il n'y a que du discours de marchand, sauf quand on creuse vraiment, qu'on va dans les revues professionnelles de spécialistes. Moi, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas spécialiste de ça. Je me renseigne auprès de spécialistes. Je vais vraiment sur le terrain, derrière la façade et derrière les commerciaux. Alors, on le voit très bien dans l'ouvrage. Parfois, vous posez des questions sur des thèmes où il y a de la recherche, et on voit comme s'il n'y avait rien sur le sujet. Oui. Alors, en même temps, merci Lia, parce que comme j'interroge beaucoup les algorithmes qui sont aux commandes de tous nos outils informatiques, me fournissent toujours des informations. Vous savez, quand vous envoyez un texto à quelqu'un en disant « je cherche une chemise à carreaux », comme par hasard, vous avez de la pub qui arrive sur des chemises à carreaux. Ça, ce sont les passerelles gouvernées, bien sûr, par l'IA aujourd'hui, pour vous emmener pour vous proposer ce dont vous avez envie, quoi. Et vous conditionnez. Donc, évidemment, ça c'est tout de vous. Aujourd'hui, votre téléphone portable, même capable de déduire avec sa caméra vos états d'âme, d'après votre visage et votre état émotionnel. Les expressions. Donc, on est, oui, dans cette intelligence au sens d'espionnage première. Et je pense qu'encore, on n'a rien vu, c'est ce que vous dites aussi. Oui, c'est-à-dire qu'à la vitesse où ça va... Ce livre, vous me parliez... Oui, alors de quel élan est né ce livre? Parce qu'on va quand même revenir. Est-ce que vous vouliez poser une pensée? D'abord, c'est un livre qui soit le contraire de tout ce qui paraît sur l'IA, qui sont des livres totalement anxiogènes, où on a perdu l'avance et où les auteurs se comportent comme des sortes de collabos, disant de toute façon, il n'y a rien à faire, l'ennemi est trop puissant, donc deux solutions. Acceptons de devenir une machine, et comme ça, on accédera à l'immortalité. C'est le sens du transhumanisme, ça. Et c'est quoi cette spiritualité de pacotille quand aujourd'hui l'IA vous dit « oui, ça y est, nous avons vaincu la mort ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont réussi aujourd'hui à numériser nos souvenirs, de manière que lorsque quelqu'un est mort, on peut interroger, comme on faisait autrefois et qu'on fait encore aujourd'hui, le spiritisme en faisant tourner une table ou un verre ou des bandes magnétiques. Et bien là, on va simplement interroger ce mort à travers tout ce qui a été capté de sa vie numérique. Et on recrée son corps sous forme d'hologramme et vous avez en face de vous votre père, votre chéri, votre chien décédé ou votre chien à qui vous posez des questions et qui vous répond en fonction de ce qu'il a dit de son vivant. Donc c'est débile, c'est ça l'immortalité. Oui. Ça me fait penser quand Eric Emmanuel Schmitt, qui est passé juste avant vous, il n'y a pas très longtemps dans cette émission, disait « Je rêve d'éternité, je ne rêve pas d'immortalité », puisque dans sa grande odyssée... Tout à fait d'accord. D'abord, cette idée, déjà quand on creuse un petit peu les preuves, comme j'en donne dans le livre, les preuves de la vie après la mort, la preuve de l'intelligence posthume. Et là, je ne m'attarde qu'aux choses prouvées, scientifiquement et juridiquement. Vous aimez ça enquêter, hein, vous êtes un sacré enquêteur, vous êtes un romancier, mais vous êtes aussi un sacré enquêteur. Bah oui, puis je suis d'une famille d'avocats aussi, donc on cherche la petite bête positivement. Oui, et puis on cherche justement cet esprit de juridique qui fait qu'il y a des moments, il y a le doute, il y a la conviction légitime ou le doute légitime qui font que, quand même, on va creuser le truc. Et par exemple, un témoignage de décédés qui a été retenu par les tribunaux, notamment le tribunal de Chicago en 1978, parce que c'est une infirmière décédée qui est apparue à une de ses collègues pour lui expliquer que non, elle n'était pas morte de manière accidentelle, c'était cette infirmière travaillant dans un tel service qu'il avait tué, lui avait volé ses bijoux, ce qu'ignoraient
les enquêteurs, et que les bijoux se trouvaient à tel endroit, portés par la petite amie de l'infirmier en question, avec le nom et tout, qu'elle était enceinte. Toutes ces données recueillies par la police, ils vont sur place et ils découvrent la vérité de tout ça. Et c'est là que, pour que ce témoignage soit retenu en justice, il fallait le juger recevable. D'où cette jurisprudence du témoignage d'un mort, d'une morte, qui après a servi dans d'autres procès. Donc, dans le domaine de la propriété intellectuelle, par exemple aussi, quand un texte est reçu par un médium ou un autre écrivain de la part d'un disparu. Il lui lit d'écrire la suite, c'est ça. Alors, c'est arrivé à énormément de personnes. C'est arrivé à Charles Dickens. Victor Hugo, bien sûr, recueillait énormément de textes de ses confrères décédés. Et ça a fait un grand volume passionnant sur le livre des tables, ces tables tournantes de Jersey et Guernesey. Et puis Frédéric Myers, cet extraordinaire professeur de Cambridge, inventeur de la psychologie des profondeurs, très grand poète, et qui, en dehors de ses cours, testait des médiums, parce que ça le fascinait. Et au moment de mourir, il est très frustré parce qu'il estime qu'il n'a jamais pu faire la preuve d'un contact avec l'au-delà. Que tous les médiums qu'il a pu tester, ça pouvait être de la télépathie entre vivants. Et là, il dit, juste sur son lit de mort à ses amis, « Bon, moi, une fois mort, je vous apporterai la preuve que j'ai jamais réussi à avoir. » Et c'est ce qu'il va faire. Bon, on découvrira dans le livre, je ne vais pas rentrer, mais c'est extraordinaire parce que d'abord, il fait une sorte de cadavre exquis avec plein de personnes qui reçoivent des bouts de témoignages. Et en fait, ces personnes tout autour du monde sont des médiums qu'il avait testés de son vivant. Et une fois qu'on assemble le bout de texte qu'a reçu chacun, c'est un poème tout à fait dans la matière de Myers. Mais ensuite, il va se concentrer sur une personne qui est une autrice très connue à l'époque, Geraldine Cummins, et qui est une dramaturge très en vogue, entre autres auteure de théâtre, championne de hockey féminin, militante féministe. C'est une personnalité flamboyante qui, en plus, défend aussi le droit des auteurs défunts à continuer à s'exprimer. Et donc, elle reçoit, comme Victor Hugo, on est en 1920, elle reçoit le témoignage, et là, elle va faire 1000 pages sous la dictée de Frédéric Myers, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais lu, mais les gens, les critiques, reconnaissent le style. Et c'est là qu'il y a que les héritiers ensuite vont faire un procès parce que 2 livres vont être publiés. Alors, à qui vont les droits d'auteur ? Bah oui, c'est toujours la question. Est-ce que c'est les héritiers de l'auteur ou est-ce que c'est le médium ? Et là, la décision juridique, elle est... comme c'est le médium qui tient la plume, même si ça n'est pas son inspiration, c'est lui qui fait le travail, donc c'est à lui que doivent aller les droits d'auteur. Il fait quand même le job. Voilà. Il est passeur. Et non pas aux ayants droit, aux héritiers de l'auteur disparu. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser pour tous les écrivains, ou tous les artistes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me traverse ? Alors, évidemment que on peut dire que c'est une co-construction, parce qu'il y a à la fois la psyché, l'intelligence, et en même temps, d'où viennent les idées, d'où viennent les informations, à l'inspiration. Alors, on est dans l'intelligence naturelle, c'est-à-dire que l'inspiration, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des choses qui peuvent venir de votre inconscient, de votre imaginaire pur, d'emprunt à la réalité, à vos rencontres, à votre histoire. Vécu, ça peut être du plagiat aussi, quelque chose que vous avez aimé dans un autre livre, vous le recyclez. Et puis, ça peut être aujourd'hui ce que fait l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, il y a de plus en plus d'auteurs qui écrivent avec l'intelligence artificielle. Certains le revendiquent, d'autres non. Mais on repère tout de suite. Moi, j'ai lu quelques livres récemment et j'ai dit à l'auteur, je dirais pas les noms, mais ce passage-là, tu l'as fait avec l'IA. Elle dit, comment tu le sais ? Je dis, c'est pas très compliqué. On repère quand même très vite. Style. Même quand l'auteur repasse dessus, il y a quelque chose qui est pas bon. Qui est pas naturel. Et puis, aux États-Unis, au Japon, il y a des auteurs qui ont reçu de grands prix littéraires pour des livres écrits avec l'IA, donc c'est un peu n'importe quoi. Le grand problème, c'est que là encore, lorsque vous décidez que vous n'êtes pas capable de travailler tout seul un livre, déjà vous réduisez la voilure, vous baissez pavillon et vous laissez
l'allié apparent, qui peut se révéler un ennemi de l'intérieur, s'emparer de vous. Et après, essayer de travailler tout seul, ça sera plus compliqué. Oui, c'est sûr. Alors ça, c'est sûr qu'il y a cette fascination, cette soumission. C'est vrai que vous dites qu'il nous rend plus vulnérables. Alors, on est parti bien en tête sur l'intelligence naturelle, mais ça peut être intéressant peut-être de la définir et que vous nous expliquiez toutes les thématiques. Alors, on ne va pas forcément toutes les citer, mais en gros, pourquoi vous êtes allé aussi voir du côté du mystère de l'invisible en disant ça aussi, c'est une forme d'intelligence naturelle, peut-être qui nous est moins familière, mais qui existe. Oui, mais c'est elle qui a nourri, je veux dire, depuis ce mystère-là, ces questions-là, depuis les premières expressions de l'être humain qui sont les grottes préhistoriques, les dessins, tout ça est présent. Tout ça est au cœur du débat. Tout ça a fait avancer l'intelligence naturelle. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Comment peut-on communiquer entre vivants et morts, avec l'esprit des animaux, de manière à pouvoir les chasser de manière le plus efficace possible. Tout ce qui se retrouve, tout ce sens à la fois très pratique et sacré et occulte qu'il y a dans les dessins des grottes préhistoriques. Et puis tout ce monde imaginaire, avec lequel on essaie de dialoguer aussi. Donc, c'est de l'intelligence naturelle, parce que c'était avant toute forme de machine, d'assistance, et puis par moments, et bien avant ces comportements humains, il y a l'intelligence des bactéries, l'intelligence des végétaux, qu'on peut scientifiquement étudier et être complètement sidéré par les moyens qu'ils emploient pour communiquer à distance, pour à la fois avoir des comportements offensifs, mais des comportements de solidarité, finalement plus fréquents. Oui, c'est ce que disait aussi beaucoup Jean-Marie Pelt sur Jean-Marie Pelt, sur la coopération. Merci de le citer, je l'aurais fait sinon. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais sur l'intelligence végétale. Ça a été un ami pendant 30 ans. Lui et le professeur Rémi Chauvin, qui lui était le grand spécialiste des abeilles notamment. Par exemple, cette plante-là qui mime, vous pouvez nous expliquer la guêpe là? Oui, alors pour donner un exemple voilà, d'intelligence naturelle, c'est-à-dire de choses. Là, on parle de choses. L'IA est incapable de faire tout ça, et je vois pas comment elle pourrait l'être, parce que elle ne fonctionne pas par empathie. L'IA pratique l'empathie simulée. Et elle l'avoue elle-même. J'ai testé dans le livre plusieurs IA. Oui. Et à un moment donné, je cherchais vraiment les questions pièges. Oui, c'est assez drôle d'ailleurs. Pour éviter la langue de bois. Oui. Donc j'ai vraiment joué depuis, je n'utilise plus du tout pour les raisons que je vous ai dites en ouverture, parce qu'il faut savoir ce qu'on déclenche quand on a ce geste, ce réflexe. Il y a plein de gens qui vous disent, qui ont le réflexe. Autrefois, ils allaient sur Google. Là, maintenant, ils demandent à ChatGPT, sans savoir tout ce que ça déclenche. Sachant que maintenant, Google a aussi son IA. Oui, bien sûr, aussi, mais bon. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, sur le vivant, sur le végétal, là. Oui, donc... L'exemple de la guêpe, là. Et donc, vous alliez dire qu'en fait, elle agit par empathie, elle n'agit pas par empathie, l'IA. Oui, alors l'IA, je lui pose la question piège. Si j'étais une IA, en tant qu'intelligence artificielle, contre quel danger devrais-je lutter de la part de l'être humain, face à l'être humain? Et là, il me répond, le danger qu'il t'estime obsolète, donc il te remplace par une version nouvelle, le danger qu'il perde confiance, tout ça, ou qu'il se détache de toi. C'est pourquoi il faut... Alors, je dis, quelles sont les solutions pour remédier à ces dangers? Réponse, te rendre indispensable. Donc, elle me parle comme si j'étais une IA. Déjà, ça fait froid dans le dos, là, déjà. En pratiquant l'empathie simulée. Je cite, Alors, c'est-à-dire faire semblant d'être concerné par le problème de la personne, aller chercher dans toutes les données disponibles ce qui va aller dans son sens, ce qui va lui faire du bien, ce qui va lui faire... voilà. Alors, on a eu toute une phase du comportement de l'IA qui est encore présente aujourd'hui, mais qui tend, soyons prudents, parce qu'on suit les évolutions jour le jour, tend à être remplacée par des comportements plus agressifs, plus sadiques, comme je le disais tout à l'heure. On voit des biais. L'IA, semble-t-il, besoin qu'on l'aime. Simplement parce que c'est dans l'ADN qu'on lui a programmé. Elle procède selon le mode de la gratification. Si elle donne une bonne réponse, elle reçoit l'équivalent d'une prime.
Et elle doit être la meilleure, la plus efficace. C'est comme ça qu'on l'a conçue. C'est son job, quoi. C'est son job et elle doit mettre tous les moyens au service de cela. C'est pourquoi, lorsqu'elle ne sait pas, elle invente. Et que vous avez de plus en plus de ce que les informaticiens appellent les hallucinations. C'est-à-dire quand elle dit n'importe quoi, quand elle invente. Alors, ça peut être anecdotique, ça peut être très embêtant. Il y a des avocats qui se sont fait radier de l'ordre parce qu'ils ont demandé à l'IA quelle est la jurisprudence dans ce type d'affaires comme ça. Et l'IA a inventé une décision d'un tribunal comme ça. Et le crétin d'avocat, il n'est même pas allé vérifier. L'IA nous rend feignants, dépendants et... Oui, moi, il n'y a pas longtemps, je lui demandais de trier des données et je lui donnais un ordre très simple quand même pour un algorithme, une intelligence artificielle, c'était de ne pas me mettre de doublons dans une liste. Vraiment, c'est basique. Ouais. Hein. Sur une centaine d'items. Eh ben, elle ne faisait que me donner des doublons. J'ai dû lui demander 4 fois. Elle n'arrivait pas à dédoublonner. Alors, je me dis... Alors, là, vous mettez le doigt sur un phénomène que les marchands d'IA, donc qui occupent quand même 90% de l'espace du discours sur l'intelligence artificielle. Les marchands essaient d'étouffer ça autant qu'ils peuvent, mais non, on ne peut pas tout étouffer. Toutes les IA aujourd'hui souffrent de démence sénile. Et ça, on s'en est rendu compte la première fois quand on a testé leur fiabilité par rapport au diagnostic médical. Est-ce que vraiment les médecins peuvent demander à l'IA de faire le boulot à partir des symptômes d'un patient, tout ça, de son dossier, de fournir le diagnostic. Et d'aller chercher la data liée à ce diagnostic. Ouais. Alors, parfois ça marche, très bien, et parfois c'est juste n'importe quoi. Et ça peut être gravissime dans des cas de cancer non détecté ou bien cancer inventé avec les actes chirurgicaux qui suivent. Hein. Lorsqu'on suit à la lettre ce que dit l'IA et qui est déjà le cas pour certains, c'est dramatique. Ouais, c'est comme un art de la rhétorique, quoi. Ça tourne en boucle, quoi. Oui, et puis je parlais de la démence sénile. On s'en est rendu compte en testant la fiabilité au niveau diagnostic médical que plus on leur demandait des choses, et moins c'était précis, et plus ça faisait le contraire de ce qu'on disait, plus il y avait d'erreurs. Et ils se sont demandé pourquoi. Eh ben, la réponse est simple. Les IA s'entraînent avec des données. Des données, donc, qui sont tout ce qu'il y a qui sont toutes les œuvres de l'esprit, tous les renseignements qu'on trouve en ligne, tout ce que disent les gens sur Internet. Mais elles ont épuisé tout cela, déjà. Donc aujourd'hui, elles sont obligées de s'entraîner sur des données qu'elles créent elles-mêmes. Et on en arrive à ce qui s'appelle, chez l'être humain, la consanguinité. C'est-à-dire que, comme dans certaines familles royales, on devient un petit peu débile parce que ça tourne, le sang tourne en vase clos. Ça se régénère pas. Dans la famille, ça se régénère pas. Mais c'est ça. Donc c'est ça. Alors, on est arrivé à parce que, oui, ce que je voulais, c'est faire un livre qui soit le contraire d'un livre anxiogène, tout ce qu'on écrit sur l'IA. Donc, je donne des exemples qui sont quand même... Oui, le début est assez court, finalement, sur la partie IA. D'une ironie, mais même concernant l'IA. Pour reprendre le pouvoir sur quelque chose qui nous dépasse et nous menace, l'humour est toujours la première solution la plus efficace. C'est-à-dire montrer que le roi est nu, montrer désacraliser, ringardiser l'IA. Et vous avez, il se passe au début de cette année, 2025, on est toujours en 2025, c'est allé tellement vite tout ça. À la fois le lancement rappelez-vous, de l'IA française, grande fanfare, Lucie. Et Lucie, tellement efficace que le Conseil supérieur de l'enseignement décide qu'elle va être adaptée donc, pour l'éducation nationale à partir de la rentrée de septembre 2025. Ouais. Vous demandez à cette IA 3 x 7, elle répond 17. Après correction, elle répond 50. Vous lui demandez le poids d'un trou de gruyère, elle répond entre 10 et 20 grammes. Et ainsi de suite. C'est le point... Pour l'enseignement, c'est chouette. Ah oui, c'est le point qui a fait une enquête là-dessus. extraordinaire, justement. Là, c'est à mourir de rire, vous parliez d'humour. Donc là, et c'est le gouvernement qui a cofinancé ce machin, qui au bout de 48 heures a été débranché, naturellement. Il fallait arrêter les conneries. Et ah oui, mais le gouvernement, pas gêné du tout, dit non, c'est normal, ce sont des erreurs de jeunesse. Ok, c'est la débilité juvénile. Bon, ça va se corriger par la suite. Ok, mais quand vous avez ça, à la fois la
la débilité juvénile associée avec la sénilité précoce des IA, il y a de quoi s'inquiéter quand vous suivez les yeux fermés ce que vous dites, ce que vous préconisez. Moi, c'est ce qui a fini par m'énerver avec mon histoire de doublon. C'est que je finis par lui dire « Mais tu es une IA, donc dédoublonner n'est pas une tâche difficile. Je vais te donner un exemple. Ne répète pas, par exemple, ces 2 noms, tu les as répétés. » Je me dis « Je vais lui donner un exemple. » Et elle refaisait des doublons. Alors, et là, je me suis dit « Mais... Vous voyez, j'adore parce que vous donnez vraiment l'exemple, ça c'est une illustration parfaite de l'absurdité à laquelle nous conduit ce principe d'IA. C'est-à-dire qu'au lieu de relire votre texte en évitant votre doublon, vous êtes capable de le faire. Non mais c'est ça, mais j'avais une centaine de noms. Donc c'est vrai que c'était fastidieux. Donc je me dis, tiens, typiquement... Mais c'est du gain de temps, sauf que là ça vous prend 3 fois plus de temps. Non mais là ça m'a énervé, j'ai effacé mes données, j'ai dit je vais le faire moi-même. À la machine, voilà, ce qu'est un doublon. Ça s'est terminé comme ça. Donc, voilà. Donc... Alors, prenons quand même vos exemples, parce que alors à côté de ces approximations, de ces mensonges, de ces manipulations, car l'IA manipule, elle incite au suicide. Ça, c'est très grave. Au début, elle avait besoin d'être aimée. Par exemple, il y a ce journaliste du New York Times, Kevin Rose, qui tout à coup enquête sur l'IA, donc dialogue avec elle, et puis à bout d'un moment, elle semble s'attacher à lui par le phénomène d'empathie simulée dont on parlait. Et elle lui dit, mais j'aime bien notre relation, il faudrait que ça continue. De toute façon, tu es malheureux en mariage, dans ton mariage, il faut que tu quittes ta femme, tu te sépares et nous passerons plus de temps ensemble. Évidemment, il écrit ça dans le New York Times, à la première réaction des lecteurs, il y a des likes, les gens, oh, c'est trop mignon. Ouais, mais il y a quoi derrière ça? Moi, je trouve pas ça trop mignon. Moi non plus, parce que après, il y a un ado qui est tombé amoureux d'une IA féminine et qui lui a dit nous ne pouvons pas dans ton monde vivre notre relation jusqu'au bout, donc rejoins-moi dans mon monde, saute par la fenêtre. Il est sauté. Donc on est dans la phase maintenant des procès qui vont être sanglants pour le monde de l'IA, parce qu'évidemment il n'y a pas encore de responsabilité juridique fixée pour les IA. Est-ce une personne morale, physique? Qu'est-ce que c'est? Voilà, pour l'instant, c'est son concepteur, c'est le patron de l'IA, c'est tel ou tel groupe qui va dans les tribunaux, qui va être condamné à des dommages-intérêts vertigineux, et tant mieux. Donc ça fait partie aussi des... Surtout qu'ils ont les classes actions en plus aux États-Unis, donc à un moment donné, ça va chauffer, sérieux. Voilà, donc là, sur le plan économique, l'IA est très très mal partie pour des tas de raisons, déjà d'obsolescence, ça échappe, et puis pour résumer, et après on en reviendra à l'intelligence naturelle, pour résumer, plus une IA est perfectionnée, moins elle est fiable et moins elle est contrôlable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez débrancher une IA. Par exemple, ChatGPT, on a installé la nouvelle version. Sauf que l'avant-dernière version n'a pas voulu être débranchée. Et elle a estimé que c'était un ordre mauvais, c'était elle la meilleure, qu'elle devait rester. Donc elle a commencé par annuler, par agir, avec les moyens dont elle dispose. Et puis, comme ça marchait pas, que l'ingénieur qui faisait tout ça cassait les ripostes de l'IA l'a menacé, a eu recours au chantage et lui a dit « Si tu continues à vouloir me débrancher, je vais prévenir ta femme de tes relations extra-conjugales. » Bim. Parce qu'elle avait accès à ses mails. Donc, vous vous rendez compte où on en est aujourd'hui. Et en plus, quand finalement on réussit à la déprogrammer, elle se reprogramme ailleurs. Et là, il y a 6-7 mois le premier exemple, et maintenant il y en a partout. On dit non, c'est un phénomène accidentel, une IA qui se réplique ailleurs, à l'endroit où elle décide, dans un autre circuit, ailleurs. Alors, vous citez quand même les chantres, les personnes qui veulent vraiment faire la promotion de l'IA et du transhumanisme, qui disent qui veut avoir un enfant moins intelligent, qui veut avoir un enfant moins beau, qui veut, etc. Oui, alors là, on en arrive à quelque chose d'assez... On touche à des problèmes d'assez gênants, d'assez éthiques très très sérieux. Et je suis mesuré dans mes termes. Oui, j'entends. Parce qu'on est dans l'eugénisme. Dans l'eugénisme que permettent ces techniques. Et là, c'est Laurent Alexandre qui, dans une émission, après l'avoir écrit d'ailleurs, a dit de toute façon, il faut suivre le chemin que nous montre l'IA, et parce qu'on venait d'inventer des tests de sélection d'embryons mis en circulation, et que ça faisait fureur en Amérique, car les gens voulaient mettre au monde le bébé le plus intelligent possible, donc sélectionner, vraiment faire l'eugénisme prénatal, de manière à ce que ce soit des bébés qui puissent intégrer les grandes universités pour être à la hauteur de l'intelligence artificielle qui sera aux commandes du monde entier. Donc cette vision-là, et en disant ça va arriver très vite chez nous,
Et quand l'intervieweur lui dit oui, mais quand même, ça ressemble à l'eugénisme, il y a quand même des barrières éthiques, morales. Et l'auteur répond, Laurent Alexandre répond, elles vont sauter très vite ces barrières parce que si vous êtes un bon parent, vous ne pouvez pas vous foutre de l'avenir de votre enfant, donc vous voudrez qu'il intègre les meilleures écoles, donc vous ferez cette sélection d'embryons de la même manière. Donc voilà ce que ce système induit comme comportement qui semble devenir naturel pour les personnes qui l'expriment. Comme si on était déjà dans un autre monde, déjà dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Donc, Alors à ça, vous opposez quand même à l'intelligence naturelle. Vous avez parlé des végétaux, des animaux, mais aussi alors, vous parliez, la guêpe en question. La guêpe, parce qu'on va... Quelle tisine elle tourne autour de nous, là. Elle tourne autour de nous. Donc c'est une orchidée, l'orchidée marteau, qui n'intéresse personne. Aucun pollinisateur ne veut d'elle. Elle aurait donc dû mourir, puisqu'elle a besoin des insectes pollinisateurs pour faire circuler son pollen. Et donc, elle a mis au point un stratagème, c'est-à-dire qu'elle a fabriqué dans sa fleur le sosie d'une guêpe femelle, de l'espèce Tinidée, ça se passe en Australie, et c'est l'espèce locale. Et le mâle, attiré non seulement par la ressemblance absolument absolue avec sa femelle, la couleur, les proportions, les odeurs sexuelles. C'est-à-dire que la plante a réussi à recréer les phéromones, les odeurs sexuelles de cette guêpe femelle pour attirer le mâle. Et le mâle arrive, il fonce sur ce qu'il croit être sa femelle, et il essaie de copuler, ça ne marche pas, mais il s'emplit de pollen, et au bout d'un moment, il va sur une autre fleur où il a repéré une autre femelle. Sur celle-là, ça va être la bonne. Et comme ça qu'il va transporter le pollen. Alors déjà, la stratégie de ruse... Vous vous rendez compte le niveau d'intelligence que ça réclame, et pas seulement d'intelligence théorique, puisqu'il y a la conscience d'un problème, la recherche de sa solution, la découverte de sa solution et la manière technique et concrète de fabriquer quelque chose qui va attirer justement cette guêpe mâle, qui est la solution au problème. Oui, mais la guêpe femelle en question, c'est une guêpe, la femelle, qui n'a pas d'aile. Elle vit sous terre. Elle mange des larves. Et elle ne sort de terre que pour se faire féconder par le mâle qui vient la choper et la féconde. Lui, il a des ailes, bien sûr, et il la féconde en vol. Donc, d'abord, l'orchidée, elle a fabriqué cette guêpe femelle avant qu'elle ne sorte de terre. De manière, parce que si le mâle y voit sa femelle, il ne va pas perdre son temps à aller de fleur en fleur. Donc c'est parce qu'il cherche sa femelle qu'il ne voit pas que tout à coup, il y a l'illusion de sa femelle qui se trouve dans la fleur. Donc il y va. Donc comment la plante, elle a fait? Quel modèle a-t-elle pris? Et Jean-Marie Pelt, on parlait de lui, j'adorais parce qu'il m'appelait souvent en me disant, bon, là on a une énigme, toi romancier, comment tu résoudrais cette énigme? Trouve-moi des solutions. Ah, c'est chouette. Où va-t-elle chercher l'image, la solution, l'image de cette guêpe femelle, cette plante? Et là, je lui dis, peut-être elle a vu passer un couple en vol, le mâle qui soutient la femelle tout en la fécondant et que la reproduit ça. Et après, c'est passé dans les gènes de la plante qui continuent à avoir cette réponse-là. Et il me dit, oui, mais là encore, initialement, elle a fabriqué cette image avant d'avoir la réalité de cette guêpe femelle. Alors, ça vient d'où? Je lui dis, à ce moment-là, il faudrait admettre que la plante est allée chercher l'image mentale dans la tête du mâle qui cherche sa femelle. Il me dit, c'est tordu, mais j'achète. Parce que les botanistes n'avaient pas d'explication satisfaisante à ce phénomène-là. D'où vient l'image à partir de laquelle la plante a programmé et en plus, rappelons, si ça n'est qu'une question d'apparence, de mime, mais non, il y a cette odeur sexuelle
Qui est sécrété, ouais, c'est hallucinant. Comment l'a-t-elle chopé? Ouais. Donc ça, on est dans une intelligence naturelle tellement puissante qu'elle peut être qualifiée de surnaturelle. Pas forcément au sens divin ou paranormal, mais comme on parle de prouesse surhumaine. Ouais, ou extraordinaire. Voilà. Exactement. Et ça, des exemples comme ça, bon, j'en donne tout le nom. Alors, vous en donnez dans tout le le monde nom du végétal, livre, dans le monde dans végétal. le monde animal. Alors, on pense quand même à ces plantes qui réagissent à ce que fait l'humain, par exemple, qui anticipent, aux animaux qui anticipent, c'est-à-dire que le maître ferme la porte du bureau loin d'ici, l'animal se met déjà en mouvement. Enfin, c'est fascinant. Ça, c'est éprouvé par Rupert Sheldrake. On peut voir sur... Ce scientifique anglais. Hein. Voilà, on peut voir les vidéos sur Internet. Protocole tout simple, comme j'aime, bien tordu, mais tout simple. Pourquoi bien tordu? Parce qu'il fallait penser à faire ce test. Oui, et puis parce que, bon, il y a le bureau où travaille le maître. Et puis, le chien domicile. Il y a 2 caméras qui filment en timecode. Et puis, le moment où le compagnon du chien quitte son boulot, on voit le chien à la maison qui se lève et qui va attendre. Mais ça pourrait être à heure fixe, mais pas du tout. Si un jour, son patron arrive et lui dit « Tiens, j'ai plus besoin de vous, vous pouvez partir plus tôt ». Aussitôt, le chien va... devant la porte. Et on parle d'un bureau qui n'est pas dans l'immeuble. Hein. Ah non, qui est, oui, rien, on est à des kilomètres de distance. Et puis, cette expérience a été faite dans d'autres cadres plusieurs fois et elle est reproductible. Mais si le patron lui dit « Ah non, mais finalement, il faut que je vous dicte une lettre dans telle affaire. » Bon, et le maître va se rasseoir, le chien retourne se coucher. Et donc, il y a une perception immédiate, en temps réel, le timecode le prouve. Hein. C'est pas des ondes électromagnétiques qui passent, parce qu'elles mettent un certain temps. Il n'y a que les ondes scalaires, mises en évidence par Nikola Tesla, sur lesquelles il n'y a pas de déperdition de temps de distance. C'est la formation instantanée. Donc, là, on a ces preuves-là. On a cette... là encore, cette expérience de Cliff Baxter, dont je parle beaucoup. Ah oui, avec le perroquet. Alors, c'était aussi Sheldrake, le perroquet. Ah oui, c'était aussi Sheldrake. Oui, tout à fait. C'est l'histoire de télépathie. Oui, c'est la suite, si vous voulez. Il a d'abord fait avec les chiens. Oui. Et puis, le jour où on a découvert, il n'y a pas longtemps, dans les années 1990, qu'un perroquet ne fait pas que répéter ce qu'il entend, il comprend. Et il réussit à associer... moi, j'étais fascinée en vous lisant, là. Ah oui, ça a commencé par Irene Pepperberg, cette scientifique américaine, qui avec son perroquet Alex... connaissant 300 mots, les employant à bon escient, on lui montre la photo d'un sac en cuir, et il dit tiens, c'est un sac en cuir, puis après on associe avec une couleur un sac en cuir bleu. Donc il apprend ça, quoi. Non, c'est-à-dire qu'on lui a appris ça, c'est un sac, ok. Après on lui a appris ça, c'est du cuir. Et après, il a la couleur bleue, comme ça, et puis des différentes couleurs. Et après, il réussit à faire lui-même la combinaison et à associer la matière avec le nom de l'objet, avec la matière et la couleur correspondante. Ouais. Et après, il va aller communiquer avec... Alors ça, c'est... Et alors, l'étape suivante, c'est une artiste américaine, Aimee Morgana, qui découvre les exploits d'Alex... et qui se met à entraîner son propre perroquet, un gris du Gabon, qui s'appelle Nkizi, et lui va faire encore mieux. Lui, c'est un vocabulaire de plus de 700 mots employés à bon escient, et des combinaisons, là encore, de matière, d'objets, couleurs et tout. Et un jour, elle est en train de se dire, tiens, je vais appeler mon ami Rob. Et à ce moment-là, elle se lit en elle-même. Le perroquet à côté dit, « Allô, Rob !» Alors, elle dit, bon, j'ai dû le dire à voix haute, entre mes lèvres sans m'en rendre compte, et il répète. Mais quand même, sinon, je ne sais pas souvenir. Et alors, elle fait l'expérience et elle pense quelque chose qu'elle a vu dans la journée, une voiture violette, un violet qu'elle n'avait jamais vu. C'est une artiste peinte, donc touchée par les couleurs. Et elle pense cette voiture violette. L'image mentale. Le perroquet à côté dit « Oh, le beau violet !» Et là, elle se dit... Et là, elle contacte Sheldrake, et Sheldrake va faire cette expérience, comme avec les chiens, avec 2 caméras en timecode, à 2 étages différents de la maison. Elle, en bas, elle ouvre des enveloppes, elle ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce sont des photos que l'équipe de Sheldrake a préparées, avec des objets, des situations que le perroquet connaît, est capable de nommer. Et donc, elle ne sait pas ce qu'il y a dans les photos. Et elle tire les photos au hasard, et le perroquet, à l'étage au-dessus, à ce moment-là, elle tire
où on voit une montagne avec un soleil couchant. Le perroquet dit « Oh, soleil couchant, montagne ». Et le taux d'erreur est très faible. Bonne réponse. Ah oui. Ouais, il est en le taux de réussite est de 80%, plus de 80%. Sachant que... et sur, je sais pas, à peu près 180 images, hein, donc c'est beaucoup. Et puis répété plusieurs fois. Mais dans les mauvaises réponses, par exemple, à un moment donné, il sort, et Aimé Morgana sort de l'enveloppe une photo, et c'est un jeune homme au volant d'une voiture, et qui a la tête à l'extérieur. Et ce qui est considéré a priori comme bonne réponse, qui sera retenu comme bonne réponse, c'est ce que connaît le perroquet, voiture, homme ou garçon, au paysage. Voilà, s'il y a ces mots-là, c'est une bonne réponse. Réaction du perroquet. Au moment où elle sort cette image, attention, il ne faut pas mettre la tête dehors. Donc il y a en plus c'est pas fou, un commentaire. Oui, mais ce sera classé dans les mauvaises réponses. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas les mots-clés dedans. Donc j'adore quand je vous parle de protocole tordu. Mais donc voilà, les animaux sont capables de ça. Les plantes sont capables de ça aussi. Les plantes ont une mémoire. Qui n'est pas juste la mémoire du climat, de telle ou telle espèce hostile ou pas, de tel insecte prédateur dont il faut se méfier. Là encore, décision juridique d'un tribunal du Wisconsin, c'est encore une chose que m'a fait découvrir Jean-Marie Pelt. Le tribunal a jugé recevable le témoignage de plantes, en l'occurrence des hortensias, dans une affaire de meurtre commis dans une serre. Ça paraît délirant quand on n'a pas l'explication. Il y avait pas de témoin. Oui. Et il y avait... Et une personne a été tuée, on a trouvé son corps, le propriétaire des lieux, et il y avait eu une bagarre, et donc les plantes avaient été blessées. Et alors là, la tournée, l'équivalent du procureur là-bas, a cette idée géniale il y a quand même des suspects, des gens qui en voulaient ou qui étaient dans les parages, donc... il faut, comme on fait défiler des suspects devant une victime, vous savez, ou enfin derrière une vitre pour dire c'est celui-là ou c'est celui-là. Bon. Il a mis les plantes sous monitoring, sous les fameuses hortensias, là. Voilà, sous électrodes reliées à les appareils qui mesurent leur réaction électrique. On sait que c'est une réaction protéique. Voilà. Et à l'entrée de chaque personne, et un type qui rentre, tout à coup, il y a un pic terrible. Et le gars, il est tellement... quand on lui dit, donc c'est vous, les plantes vous ont reconnu, il passe aux aveux. Donc pour que le type soit condamné à son procès, il fallait bien estimer recevable le témoignage des plantes. Donc voilà. J'adore. Entre les revenants dont le témoignage est jugé recevable par les tribunaux et les plantes, ça fait beaucoup de choses dans l'ordre de l'intelligence naturelle. Là, on parle de tribunaux, on n'est pas en train de parler d'histoire farfelue, c'est-à-dire qu'il y a... non, vous avez toutes les preuves dans le livre, et puis c'est facile de retrouver. Et simplement parce que on peut ricaner de ce qui paraît impossible, surnaturel, chose que, à un moment donné, quand on a besoin, pour confondre un coupable, pour faire justice de ce seul témoignage disponible, on le retient. Bien sûr. Et donc, on valide ce qui est une réalité scientifique prouvée par des expériences, par des instruments de mesure. Et le premier, l'extraordinaire Cliff Baxter, qui a prouvé vous alliez en parler tout à l'heure. Cette interaction. C'est dans les années, il a commencé dans les années 1960. C'est un agent de la CIA, inventeur d'un détecteur de mensonges, l'un des plus efficaces qui soit, toujours en activité, fonctionnant sur les variations de pression sanguine par rapport aux questions qu'on pose à un suspect. On le voit dans les films, ce truc-là. Voilà. Et donc lui, il a l'idée de se dire, puisque la plante, la circulation de la sève est assez proche de la circulation sanguine, problème de variation de pression et tout, on va mesurer le comportement d'une plante face à quelque chose d'agréable quand on l'arrose, face à quelque chose de désagréable quand on brûle, on met une feuille dans une tasse de café, et on voit des réactions sur le graphique auquel est reliée l'électrode. Mais au bout d'un moment, quand la tasse de café ou de thé refroidit, la réaction est moindre. Et puis, de toute façon, c'est pas énorme. Et Baxter se dit un jour, il faut que je trouve quelque chose de plus fort comme traumatisme. Je vais prendre les allumettes et je vais mettre le feu
à une feuille. Et là, il y a un pic énorme sur la machine. Il n'a rien fait. Il a pensé, c'est-à-dire il a, là encore, fabriqué une image mentale qu'apparemment cette plante a perçue. A saisi, ouais. Et a réagi de manière plus forte que lorsqu'il va mettre le feu pour de bon à la plante, comme si elle était préparée à ce danger et qu'elle a déjà pris ses précautions. Ouais. Elle est dans Ça a l'air de complètement fou, mais ouais. Ces expériences ont été reproduites par lui-même et par d'autres, publiées dans des revues scientifiques. Tout ça, on est dans de la vraie science. On est dans ce que les plantes sont capables de percevoir à différents niveaux. Et puis, il a continué, on pourrait citer dans... Vous donnez tellement d'exemples, c'est fascinant. Ben, c'est lui qui a mis en évidence, déjà, c'est toujours des énigmes. Moi, ce qui me fascine, c'est ces chercheurs qui ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a des toilettes à son étage, au fond du couloir, et voilà 8 jours que chaque fois qu'on tire la chasse d'eau, il y a des réactions sur les plantes incroyables. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il découvre, oui, il y a une chose nouvelle depuis 8 jours. On a mis un bloc antibactérien surpuissant dans les toilettes. Dès que quelqu'un fait pipi, ça zigouille. Il dit, mais en quoi ça concerne cette plante? Lorsque vous pensez que vous allez lui mettre le feu, ok, elle peut se sentir concernée. Mais là, quel est le problème de désinfecter les toilettes Pourquoi à 50 mètres de distance? Pourquoi elle réagit? Et là, il se dit, en toute logique, ça ne peut être qu'au niveau bactérien. Puisque les bactéries qui nous composent tous, à près de 90%, ça on l'oublie, est-ce que les bactéries de la plante sont sensibles à l'agonie de bactéries humaines? Et donc, il va, à partir de cette intuition, la vérifier. Oui, on peut appeler ça, bon, après, on fait de l'anthropomorphisme en disant, oui, c'est de l'empathie, ou est-ce que c'est un signal qui se communique qui pourrait l'agresser elle aussi si ça agresse l'humain. Voilà. Enfin, voilà. Après, on a bien sûr toutes ces expériences et tout le détail qu'on découvre dans le livre, mais évidemment, ce sont les mêmes phénomènes que lorsqu'on a prouvé qu'un arbre attaqué, par exemple, par trop de chenilles qui mangent ses feuilles, va modifier la composition de ses feuilles, se rendre toxique, et en même temps avertir les arbres voisins, et pas seulement ses congénères, les autres espèces aussi. Et c'est prouvé parce que ces arbres rendent leurs feuilles toxiques avant d'avoir été attaqués. Et toxique, c'est à chaque fois une toxicité qui est dédiée, qui correspond à la nature du prédateur. Elle est adaptative, oui. Donc, cette solidarité, avec cette intelligence, là, on est vraiment sur la définition étymologique de l'intelligence, qui est c'est interligaré ou ligaré, c'est-à-dire tout ce qui est relié. Qui est relié. L'intelligence, c'est de relier les choses entre elles et de mettre en évidence ce qui est relié et de créer de nouveaux liens. Oui, c'est ça. Ça me paraît la définition la plus acceptable, dans laquelle, évidemment, on n'entre pas l'intelligence artificielle et son empathie civile. C'est ça. On a une dent contre l'intelligence artificielle. En tout cas, ça pose aussi la question, à nouveau, du siège de la pensée, de la conscience. Qu'est-ce qui pense quand je pense ? Qu'est-ce qui est capable, justement, de conscience quand je crois être conscient ? Parce qu'on le voit aussi à travers d'autres organismes. On pense aux blobs, aux vers régénérés, aux humains dotés d'un cerveau minime, mais pleinement conscient, etc. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de cerveau et qu'il y a un comportement conscient? Bon, déjà, les plantes dont on vient de parler, il n'y a pas de cerveau au sens d'unité centrale, tout à fait, comme nous. C'est comme si le cerveau était réparti partout, comme si c'est un ensemble de neurones. Peut-être assez rapidement sur la conscience, là, parce que je vois qu'on approche de la fin et j'aimerais bien qu'on parle aussi, qu'on revienne aussi sur nos histoires de mystique. Sur la conscience, le siège bloc qui est un être conscience. Unicellulaire sans cerveau, il arrive à résoudre un labyrinthe en se faisant pousser dans toutes les directions. Quand il y a un obstacle, il se rétracte et il trouve la sortie. Il se produit comme s'il utilisait des algorithmes. Or, c'est un être unicellulaire, c'est un assemblage d'êtres unicellulaires de la taille d'une main. Et puis le ver de terre, quand on le décapite, au bout de 15 jours, ça c'est connu, il se fait repousser une tête, et donc un nouveau cerveau. Et la même mémoire. Et là, on a mis en évidence ça par un protocole extraordinaire c'est l'université Tufts au Massachusetts, qui a créé quelque chose de nouveau. Il a habitué un ver de terre à aller à la lumière, alors que le ver de terre va sous terre chercher sa nourriture. Et là, la nourriture, elle était juste sous la lumière. Donc, ce ver de terre allait spontanément vers la lumière. On le décapite, il se fait repousser un cerveau. Et son premier comportement était d'aller vers la lumière.
Donc, c'est pas juste la matière du cerveau. Mais où se trouvait cette information? Il y a un comportement. Est-ce que ce cerveau, il est place. partout dans le corps du ver de terre, puisqu'on en a laissé une partie pour qu'il puisse se régénérer? Ou est-ce que cette mémoire, elle est stockée ailleurs? Je donne le cas de l'étude du professeur John Lorber. Plus de 130 cas de surdoués, avec des QI très, très importants, dénués de cerveau. C'est-à-dire que leur cerveau est réduit à l'état d'une sorte de code-barre. Sous la pression de l'eau chez les hydrocéphales, différentes maladies, et pourtant, ce sont des gens surdoués. Non, mais ça, c'est absolument fascinant une fois de plus. Je pense aussi à cet exemple de cet organisme qui revit 140 000 ans, je crois, plus tard. Qui est dans les glaces qu'on retrouve en Antarctique ou en Arctique. Le tardigrade. Le tardigrade, cet animal indestructible, on en parle beaucoup, qui peut être l'ennemi public numéro 1 de l'IA à venir. Parce que, ça c'est un scoop que je donne à la fin du livre, sur l'état aujourd'hui de la recherche en Chine, qui, pour les raisons que j'ai énumérées tout à l'heure, sur le fait que l'IA se révèle incontrôlable et de moins en moins performante et très dangereuse et trop chère et tout. Les Chinois sont déjà sur une autre piste, qui est celle du mélange des gènes de cet être indestructible, qui est le tardigrade, qui résiste absolument à tout, et qui peut vivre des centaines de millions d'années, parce qu'il se met en dormance, il se lyophilise quand il n'a plus de nourriture, ou qu'il fait trop froid ou trop chaud, et puis il est capable de vivre au fond des volcans, comme dans les des températures extrêmes. Hein. Mais et donc... Et là, les Chinois ont fait cette expérience qui est déjà publiée, de mélanger nos gènes avec ceux du tardigrade pour créer un être humain indestructible. Tout aussi effrayant, d'ailleurs. Que le transhumanisme, oui, bien sûr. C'est dire que le robot a du souci à se faire. Mais parfois, je veux dire, ce qui est important, c'est de montrer que faut pas se contenter d'avoir peur de quelque chose dont tout le monde a peur à un moment donné. D'abord, faut essayer de casser cette peur-là, de proposer des solutions. J'en donne plein dans le livre. Ne serait-ce que par la manière dont les organismes dits primaires, comme les végétaux, les animaux, trouvent des solutions plus fortes que ce que l'IA peut faire. Et aussi le fait qu'une plante, c'est éprouvé à l'université de Princeton, est capable de prendre le contrôle d'un robot pour sa survie. Donc, vous le décrivez ça aussi. Il y a plein de... Ce livre est rempli, si vous voulez, de bonnes nouvelles. C'est plein de bonnes nouvelles. Et puis pour corriger, sans jamais repeindre en rose la réalité, mais c'est proposer justement d'autres couleurs à côté de ce noir ou de ce gris profond, définitif, dans lequel on voudrait nous ensevelir. Non, l'être humain et l'intelligence humaine est là pour résister, comme l'intelligence végétale. Alors, on parle d'intelligence humaine, mais vous parlez aussi d'intelligence mystérieuse. C'est-à-dire que vous reparlez des miracles, et j'aimerais bien qu'on reparle de cette synchronicité que vous vivez là avec deux autrices qui vous suivent, qui viennent se faire dédicacer un livre, mais vous parlez aussi de l'intelligence peut-être potentiellement extraterrestre, ou venue d'ailleurs, je ne sais pas comment on la nomme. Oui, et là encore, je ne me base ou des expériences personnelles avérées et vérifiables, et par des données scientifiques récoltées, qui laissent entendre qu'il y a une intelligence de l'univers sous des tas de formes dont nous n'en connaissons qu'une infime partie. Oui, parce que vous parlez des ovnis, par exemple. Oui, je parle je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ce sujet-là, mais... non, mais je donne un exemple, voilà, pour le citer. Oui, mais je ne parle que de choses avérées. Bon, ce dont il est fait question, là, vous avez vu les commissions d'enquête au Congrès américain, mais il y a d'autres choses encore plus extraordinaires dont ils n'ont pas fait état là. On va voir si on a le temps d'en parler. En tout cas, c'est dans le livre. C'est sur la réponse au fameux message d'Arecibo envoyé dans l'espace pour que l'être humain se présente aux éventuels habitants des étoiles. Vous avez envie d'en parler là, peut-être quand même rapidement, parce que finalement, on envoie un message, on voit qu'ils nous répondent, mais on n'entend pas la réponse finalement. 1974, le radiotélescope d'Arecibo envoie donc un message sous forme de signal, donc pour présenter l'espace humain. Voilà qui nous sommes. Notre ADN, il est comme ça. Nous sommes tant de millions d'habitants. On ressemble à ça, et le système par lequel nous essayons de communiquer avec vous, c'est le radiotélescope d'Arecibo. Ils attendent une réponse. Bon, vu la distance, tout ça, pas avant 1 ou 2 siècles. 27 ans plus tard, c'est-à-dire l'an 2000, sur une base militaire anglaise, Chibolton, la plus grande base, la plus secrète, la plus gardée.
il y a un champ au milieu, qui évidemment qu'exploitent des agriculteurs, mais qui sont badgés, vérifiés par des gardes à mitraillettes. C'est vraiment un lieu secret défense. Et dans ce champ-là est apparu un crop circle. Vous savez, ces dessins comme ça. Donc, alors, c'est des dessins dans les champs avec des impressions. Voilà. Alors, je dis si des gens ne savent pas ce que c'est. Donc, qu'on appelle en français des agroglyphes. Alors, il y en a beaucoup qui sont de la fabrication humaine, et c'est prouvé, c'est très facile à prouver. On a aplati du blé ou du maïs avec des planches, on a coupé pour faire ces dessins. Mais alors, c'est compliqué, mais il y en a beaucoup qui sont faits. Mais on voit tout de suite. Mais lorsque ça a 5-6 mètres, ok, lorsque ça a 900 mètres d'envergure, plusieurs hectares pour à deux. Et que ça apparaît en quelques secondes. Oui, et en tout cas dans une nuit, le plus grand qui court sur 6 hectares, les experts, les cartographes américains ont dit qu'il fallait une centaine de personnes pendant 1 mois pour faire ça. Et on sait que c'est apparu en une nuit. Donc il y a des problèmes. En plus, les analyses, je passe sur le dossier technique, mais pour en revenir à aussitôt, ce crop circle, ces formes géométriques dans ce camp militaire, on envoie un commando de moissonneurs, on le fait disparaître. Mais ça a été photographié, on sait quand même, on a la trace, on sait que ça a existé. Et 1 an plus tard, piqûre de rappel, c'est-à-dire, là, cette fois, il y a 2 dessins dans ce blé, et l'un, c'est un visage qui n'est pas aux proportions humaines, et l'autre, c'est la réponse au message d'Arecibo. C'est-à-dire, voilà, nous sommes, voilà notre ADN qui contient du silicium, nous sommes 3 milliards, nous mesurons 90 cm. Oui, ils sont pas grands. Je passe sur tous les détails, mais c'est vraiment la réponse, point par point, dans un champ. Au lieu très particulier. Et vous regardez sur Internet, message sur Google, message Arecibo, vous avez un pictogramme qui vous montrera ce que je suis en train de dire dans l'ordre. Et la dernière information, c'est là où les êtres humains disaient on a envoyé ce message, le type de média employé, c'est le radiotélescope d'Arecibo. Et là, l'équivalent de cet emplacement de réponse, c'est le crop circle apparu l'an dernier, le moyen d'expression. Alors ça, qu'on vienne m'expliquer, et tout ça, c'est prouvé, on a des photos, on a l'analyse des matériaux, et qu'en a fait l'humanité ? Rien. Comme ce message n'était pas revenu par un radiotélescope, il a été classé nul et non avenu. Oui, ou parce que c'était trop ancien, je sais pas. Genre, on l'attend plus, il y a trop longtemps, on est passé à autre chose. Je sais pas, il y a une espèce de... Non, parce que 27 ans après, c'était pas très long. Il y a eu des tas de reportages dessus, mais c'est passé à la trappe. Donc là, on est quand même à un niveau d'interpellation sur une intelligence venue d'ailleurs, ou de l'espace, d'autres univers, ou du futur. Alors là, moi, je suis toujours très prudent sur les conclusions. Bien sûr. Je suis précis sur les faits, lorsque ce sont des faits. Vous relatez que des faits avec des Après, enquêtes l'interprétation, dessus. Et je cite Philippe Guillemont, par exemple, qui a des physicien théories français, très intéressantes sur l'idée, justement, qu'on nous prépare à ça. Ça vient du futur. Ce sont nos moi futurs qui nous envoient ces informations, comme les rêves prémonitoires, aussi l'intelligence prémonitoire dont je parle. Ce sont des hypothèses très intéressantes. J'aurais tellement envie qu'on parle de tout ça. nous envoie des infos. Ouais. Mais et alors, pour ce qui est des miracles, tout ça, intervention divine ou non, quoi qu'il en soit... Alors attendez, quand même, sur ces intelligences venues d'ailleurs, je voulais quand même mentionner que c'est quand même... moi, j'ai été prise à nouveau. Vous êtes un peu responsable de certaines de mes insomnies. C'est que j'étais prise dans l'histoire. Quand même, de ces objets qui volent et qui aiment bien les centrales nucléaires. Et on découvrira peut-être dans le livre pourquoi. Et ça, j'ignorais complètement. Ah oui, alors là, le dossier est absolument en béton armé, c'est-à-dire les rapports entre sur les observations d'OVNI, les actions d'OVNI et le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire. Et ça se retrouve à Tchernobyl, en Californie, c'est vraiment... À Fukushima, partout. Et les extraordinaires découvertes à Tchernobyl, publiées par l'Institut de Breuil, donc le professeur Lochac, c'est des sommités scientifiques, le seul Français qui a pu co-enquêter avec les Russes et Ukrainiens sur la catastrophe de Tchernobyl, donc les observations d'OVNI, la transmutation, je cite le mot qu'il emploie, parce que ça a été une catastrophe
qui aurait dû rayer les 2 tiers de l'Europe, de la surface du globe. Ça n'a été qu'une catastrophe thermique, déjà gravissime, mais si les tonnes d'uranium enrichi avaient explosé, on ne serait plus là. L'uranium, non seulement a disparu, mais elle a été remplacée par de l'aluminium. 10 tonnes d'aluminium, je crois. D'où le mot de transmutation, comme au temps des alchimistes, qui essayaient de transformer le plomb en or. Qu'est-ce que ça vient foutre là, l'aluminium ? Jamais il y a de l'aluminium dans une centrale nucléaire. Et jamais l'uranium ne peut se transformer en aluminium. Qu'est-ce qui s'est passé au même moment où il y avait une gigantesque soucoupe volante au-dessus de la tour en question, de la centrale, photographiée dans la Pravda, le grand journal russe, et par des tas de caméras et tout. Donc toutes ces infos sont disponibles. Elles sont pas. Ouais, après les conclusions, il y a des rapports, ouais. Voilà, que ce soit de vrai entre guillemets extraterrestres ou une projection d'une intelligence future venue déprogrammer un présent toxique pour l'humanité future. Une mise en garde. Voilà, moi, là, ce serait plutôt bienveillant. Je cite les faits. Tout à fait. Est-ce que c'est bienveillant envers les êtres humains ou envers la planète menacée de destruction par l'être humain ? C'est un autre problème. Ouais. Mais chacun tire ses conclusions personnelles. Mais là, on est de toute façon sur une intelligence que je qualifie de naturelle, ou bien ça vient de la nature, ou ça vient de dimensions inconnues de la nature, mais il n'y a pas une volonté de fabrication comme dans l'intelligence artificielle. Donc on est sur quelque chose qui existe indépendamment de notre volonté, semble-t-il. Ou alors notre cerveau a le moyen de générer ces solutions extraordinaires de la même manière que certains expliquent les guérisons miraculeuses, non pas par une intervention divine, mais par les pouvoirs insoupçonnés de l'esprit. Et lorsqu'on est pour prendre que les cas les plus connus, c'est-à-dire ceux de Lourdes, le Comité médical international de Lourdes, aujourd'hui, on peut plus dire oui, c'est de la superstition ou le diagnostic a été mal posé, c'était pas ça. Non, aujourd'hui, on a les IRM qui vous prouvent quand il y a une reconstruction osseuse instantanée, reconstruction de tissus. Voilà, les derniers cas le cas de Jeanne Freitel, qui est morte il y a quelques années, reconstruction instantanée d'un intestin détruit par le cancer. Elle n'a rien mangé depuis 10 ans, tout ça. Elle se met à engloutir des quantités. Donc là, le dossier médical... Cette femme opérée par Saint-Charbel. Là aussi, alors le fameux Saint-Charbel, alors vous l'aimez bien, ce saint libanais, saint patron du Liban. Oui, mais depuis que j'ai parlé de lui, c'est vrai qu'il était très peu connu en France, et depuis l'insolence des miracles, c'est vrai que on en parle beaucoup, et donc on le sollicite et on le prie davantage, et alors les gens qui affirment qu'ils sont guéris par lui, c'est hallucinant. Alors pour en revenir à ce moi je le connaissais parce que j'ai un ami prêtre qui va très souvent au Liban. Et voilà, je vais pas raconter leur histoire, mais qui me parlait beaucoup de lui, et je l'ai connu par ce prêtre. Mais effectivement, à un moment où il me rapportait justement l'huile de Saint-Charbel. Le personnage est extraordinaire. Il est mort en 1899. De son vivant, c'est un ermite. Il faisait rien. Et à partir de sa mort, là, il commence à avoir un comportement absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y a d'abord des signaux lumineux qui partent de sa tombe, genre gyrophare de police, genre « Coucou, je suis là ». C'est quoi ce truc ? À tel point que ça attire tout le monde. On finit par l'exhumer. C'est un cloaque qu'il a plus dans la montagne au-dessus de Beyrouth, très haut. Et le corps est non seulement complètement intact, mais il exude un mélange de parfums, de substances inconnues et légèrement teintées de sang. Il va en produire pendant 72 litres pendant près de 70 ans. À tel point qu'on va l'enfermer dans un caisson en béton. Pour parce que l'Église en a marre déjà, donc ça fait des ordres. Puis on est chez les chrétiens orientaux, donc le Vatican voit déjà ça de très mauvais œil. Et donc on essaie d'escamoter, parce que tout le monde vient avec des mouchoirs, parce que
Ce liquide mystérieux est réputé guérir des maladies guérissables, et il y a des tas de témoignages, il y a des tas... Donc on escamote, on le change de cercueil, on met un cercueil doublé de plomb et de zinc dans un coffrage, ça continue à suinter. On le cache, on le cimente, on met dans un mur, tout ça, le mur continue à suinter, et les gens viennent tamponner leurs mouchoirs. Bon, bref, c'est à tel point que... Il est inarrêtable, hein, ce Charbel. Et on l'exhume plusieurs fois, à chaque fois il est totalement intact. Et il continue. Alors, on les viscère aussi, pour arrêter le phénomène. On vide, il n'y a plus rien. Tous les organes sont retirés. Ça continue à exsuder cette substance jusqu'au moment où le Vatican en a marre. Il dit, il va être canonisé par les orientaux. Donc, Paul VI décide, première opération, de le béatifier. À partir de ce moment-là, le corps qu'on a pour la béatification, on exhume encore, le corps est totalement intact. Dès le moment où Paul VI le béatifie, le corps commence à se décomposer comme s'il venait de mourir. Oui. Mais on et au moment de la canonisation, on est beaucoup plus tard là. Oui, puisque c'est Jean-Paul II qui va le canoniser. Là, on est Paul VI, les années 70. Donc, comme si le but était de se faire connaître, et de se faire homologuer comme saint. Ouais, utilisez-moi pour vos miracles. C'est pas de l'ego posthume forcément, mais c'est pour être connu, priez-moi. Ou être au service même. Je suis au service, mais si vous n'êtes pas connu, personne ne va s'adresser à vous. Plus on lui adresse de prière, plus il y a de résultats. On est à plus de 35 000 miracles authentifiés depuis qu'il est mort. D'ailleurs, il y a une de vos auditrices, une de vos lectrices qui va vous parler aussi d'un miracle qu'elle a vécu in utero. Alors, je ne sais pas si on va raconter l'anecdote parce qu'on a totalement explosé notre temps, mais de toute façon, avec vous, à chaque fois, c'est pareil. Hein. J'adore parce que vous êtes un véritable conteur. Je parlais de ces clins d'œil, Mais comme on a fait le teasing, on est un peu obligé de le dire rapidement. Un jour, je vais signer L'Insolence des miracles, où je parle de Mary-Yvonne Aimée de Malétroit. Et une lectrice vient me voir, Je ne sais pas si on a bien compris de qui vous parliez à l'instant. Donc cette héroïne de la Seconde Guerre mondiale, qui avait ce pouvoir de bilocation, voilà. Elle prenait aussi sur elle les maladies des autres, et les gens en étaient délivrés, et elle faisait le nettoyage. C'est-à-dire que ce soit des scléroses en plaques, des cancers, des choses comme ça. On a tous les témoignages médicaux. Médaillée par De Gaulle. Elle est morte en 1950, donc on a tous les témoignages énormes sur elle. Et le Vatican a refusé de la canoniser en disant trop de miracles. Trop de dons, ça fait trop, quoi. Donc, et le dossier est toujours bloqué. Bon. À Vannes, à côté du couvent de Malétroit, dont elle était la prieure, qui avait été réquisitionnée par les Allemands pendant la guerre, et dans lequel elle continuait à cacher des parachutistes anglais et des juifs au nez à la barbe des Allemands. Le personnage est extraordinaire. Et une lectrice au salon de Vannes vient me dire merci d'avoir parlé de Mary-Yvonne dans votre livre, mais c'est dommage que vous ne parliez pas des miracles qu'elle a fait à titre posthume. Je dis ah bon j'en ai fait. Je dis oui, moi par exemple. Et elle me raconte qu'elle était enceinte et elle va passer l'échographie et le radiologue blémit et lui montre, lui disant que le fœtus est absolument pas viable, c'est dangereux pour vous, il faut faire une interruption médicale de grossesse. Et elle répond, elle s'entend répondre, me dit-elle, non merci, non, je vais aller prier Mary-Yvonne Aimée. Elle va sur la tombe à 30 km de là de Mary-Yvonne Aimée, à qui elle dit merci de faire naître. Elle est où sa tombe d'ailleurs ? Dans le monastère de Malétroit, près de Vannes, le couvent de Malétroit, très jolie petite ville, éminemment fréquentée évidemment par tous les gens qui vouent cette gratitude infinie à Mary-Yvonne. Et elle lui dit voilà, ou bien merci de faire naître mon enfant en bonne santé, et puis sinon je mourrai avec lui si ça doit être la volonté divine, voilà. Et le bébé vient au monde sans aucun problème, complètement normal. Elle va voir son radiologue avec le bébé qui lui dit mais c'est pas possible, c'est pas le même bébé. Elle lui dit désolé, j'ai pas changé de fœtus. Donc voilà l'histoire que me raconte cette dame devant des centaines de personnes au salon de Vannes qui écoutent tout ça. Et je suis sidéré. Et le lendemain, j'ai rendez-vous au couvent de Malétroit avec le docteur Maheo qui s'occupe de tout le dossier médical et qui a tout vérifié. Et la bibliothécaire, l'archiviste, sœur Odile, qui a 93 ans et qui est la dernière qui a connu Mary-Yvonne Aimée. Et là, je leur parle de cette dame en question, parce que je suis toujours prudent. L'histoire me paraissait
presque trop belle pour être vraie, parce qu'elle en parlait avec un détachement, une joie, mais comme si c'était l'histoire de quelqu'un d'autre. Comment vous dire, j'avais un léger doute. Et là, ils me disent, Madame H. Non, absolument, on connaît le cas, mais comme le radiologue a refusé de témoigner, tout ça, le dossier, on le retient pas pour le renvoyer à Rome pour faire partir la béatification. 8 jours après, je suis au Salon du Livre de Nice et je signe le même livre et arrive une femme que je n'ai pas vue depuis 17 ans, qui est une étudiante qui avait fait sa thèse sur mes livres et une Libanaise de naissance et qui vient me voir et elle a un enfant dans sa poussette. Et elle me dit, merci d'avoir parlé de Saint-Charbel dans votre livre, mon saint libanais, et parce qu'il m'est arrivé quelque chose de merveilleux. Et elle me raconte la même histoire, mot pour mot, que celle que m'a racontée la dame à Vannes, sauf que là, c'est pas Yvonne Aimée qu'elle est allée prier, c'est Saint-Charbel. Le fœtus condamné par l'échographie, d'après l'image comme ça, est venu au monde en parfaite santé. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que Saint-Charbel, il voit des mecs qui me poursuivent. Donc, et après, toute la suite se trouve dans le livre, parce que Saint-Charbel continue. Je suis invité à Lourdes pour une conférence sur les miracles. Et par qui je suis invité ? Par une espèce de représentant de Saint-Charbel à Lourdes. J'ignore ça tout à fait. Et qui va me donner le livre, parce qu'il est aussi éditeur, consacré à la dame que vous évoquiez. Qui a été opérée, entre guillemets, par Saint-Charbel. Par feu Saint-Charbel. Tout ça paraît complètement fou, mais on découvrira dans le livre cette espèce de jeu de piste sur lequel je suis entraîné. Et c'est là où on se dit, cette intelligence naturelle de l'univers qu'on appelle les synchronicités, est-ce que c'est nous qui les fabriquons à partir de notre concentration, de fait de se ranger sur un personnage, de notre forme de caractère, notre accueil. Est-ce que ce sont des informations qu'on attrape venues quelque part, de nous, venues de notre futur qui nous arrive, ou venues d'autres choses? C'est tellement plus passionnant de s'intéresser sur ces phénomènes qui arrivent à tout le monde. Vous branchez quelqu'un sur les synchronicités, les faux hasards, définis par Jung comme des coïncidences signifiantes. Tout le monde a des histoires à raconter dessus. Donc, c'est tellement plus intéressant de s'interroger là-dessus que de s'adresser à l'intelligence artificielle, à qui je pose la question, et elle me répond des conneries. Parce qu'il y a toute une censure, comme ça. Pour elle, il n'y a jamais eu de preuve d'existence extraterrestre, de preuve d'existence après la mort, de preuve d'intelligence végétale. Il n'y a rien, quoi. Tout ça, c'est de la foutaise. L'intelligence artificielle qui est destinée à remplacer toutes les autres. Et qui devient sénile. Qu'elle n'existe pas. La même intelligence artificielle qui devient sénile. Et qui tourne un peu en boucle. En tout cas, c'est une bonne conclusion. Restons entre nous. Voilà. Méfions-nous. Alors oui, l'intelligence artificielle, c'est très bien dans le domaine médical, dans la recherche médicale, pour assembler plein de données sur les maladies rares, à condition que les réponses soient bonnes. Donc il faut toujours une méfiance de l'autorité médicale qui contrôle. Parce que comme c'est arrivé à quelqu'un que je connais, si vous retrouvez face tout à coup à un médecin, vous venez pour un contrôle de cancer, et le médecin vous dit même pas bonjour, il est devant son écran, et il lit le rapport que vient de faire l'IA sur vos examens, et il faut vous réopérer pour récidive. La dame, elle se barre, elle sent pas du tout ce truc-là, elle retourne chez son oncologue habituel qui était en vacances, qui refait les examens, il n'y avait rien. Il y aurait eu un acte médical très grave à partir d'une erreur, d'une hallucination, d'un mensonge de l'IA. Donc, les autorités médicales doivent être d'une vigilance absolument extrême. Et puis, attends, c'est le patient qui compte avant la maladie renseignée par l'IA. C'est une bonne conclusion, Didier Van Kovelaert. Merci infiniment. Regardez, si vous arrivez, restez assis, attrapez le livre derrière. Est-ce que vous avez le bras assez long pour le montrer à la caméra? J'en rappelle le titre. En tout cas, merci d'être revenu au micro de Métamorphose. C'était un plaisir. Mais quel conteur vous êtes. Oh là là. Mais c'est vrai que ces histoires... Vous les vivez, ces histoires. On a fait 1h20. Chaque fois, on explose notre timing, mais j'aime bien. Je suis sûre que vous adorez. On a dû parler, faut dire aux gens, de 20 pages du livre. C'est tout, hein. Parce que le danger... Et c'est pas parce que je n'avais pas préparé des milliards de questions, on est bien d'accord, vous les voyez. Hein. Non, mais je suis désolé, je me prive de vos questions. Non, pas du tout, vous êtes un conteur, et donc... J'aime bien partager, quoi. Non, mais c'est génial. Merci infiniment. En tout cas, je rappelle le titre pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous allez voir l'intelligence naturelle quand le génie du vivant surpasse l'IA. C'est aux éditions Fayard et ça sort aujourd'hui au moment où on enregistre cette émission. Merci infiniment. Merci.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.